Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire de ce journal, le procès en appel de l'affaire de présumé trafic de faux billets. Les avocats de Thione obtiennent le sursis à statuer en attendant un arrêt de la Cour suprême. L'audience reportée au 23 mars prochain. 4 pêcheurs sénégalais encore pris dans les filets des gardes-côtes mauritaniens. Pour violation des eaux territoriales mauritaniennes, ils sont déférés au parquet de Rosso à quelques heures de la visite du président Macky Sall en Mauritanie. Incendie au restaurant central du Centre des œuvres universitaires de l'Université de Dakar. La police a ouvert une enquête sur les causes du sinistre. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Cameroun, au moins 22 personnes tuées dans une attaque dans le nord-ouest du pays au Burkina Faso. Une attaque contre une église protestante fait au moins 24 morts. Coronavirus, le premier Africain contaminé guéri. L'étudiant camerounais Kem Semou Pavel Daril a été soigné dans un hôpital local de la ville chinoise de Zhengzhou. Au Rwanda, une mort qui va faire polémique dans le pays, celle de Kizito Miito, le chanteur de gospel retrouvé sans vie dans sa cellule. Les détails dans quelques minutes. Le sommaire de l'actualité sportive avec vous, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Dakar, capitale de la boxe africaine du 20 au 29 février 2020. 220 boxeurs venus de 33 pays vont s'affronter à Dakar Arena pour décrocher une qualification aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Basketball, la Jeanne d'Arc de Dakar veut rebondir chez les hommes. Après un premier succès en championnat, l'entraîneur veut gagner au moins un titre pour relancer la GIA au basket. Rendez-vous dans le journal des sports pour le développement de tous ces titres. Et puis, point de vue aujourd'hui sur la grande offensive des grandes puissances économiques sur le Sénégal. Nous en discuterons avec nos experts à la mise en onde de ce journal Alioune Ba. Le procès en appel de Thione a été renvoyé au 23 mars prochain pour plaidoirie. C'est dans l'affaire du trafic de faux billets de banque. Le renvoi de l'audience a été demandé par les avocats de la défense. Maître Ousmane Sey, membre du pool des avocats de la défense, estime que les droits de son client seraient violés si la Cour d'appel avait jugé sur le fond le dossier sans l'arrêt de la Cour suprême. Maître Ousmane Sey, avocat de Thione Seck, est au micro de Papa Balagueye. En appel sur les faits, sur le fond, la Cour d'appel n'a pas le droit directement d'évoquer l'affaire et de juger. Si la Cour d'appel le fait, elle vous prive d'un droit de recours qui est une violation des droits de la défense. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous avons fait un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel. Et nous avions demandé, pour une bonne administration de la justice, d'attendre la décision de la Cour suprême sur le pourvoi en cassation. La Cour, malheureusement, ne nous a pas rendu une décision sur notre demande de sursis. Parce que moi, j'ai sollicité, la Cour nous a rendu une décision orale. Donc nous ne pouvons pas faire un pourvoi en cassation. Parce que pour faire un pourvoi en cassation, il faut une décision écrite. Et c'est ce que je demandais au président de la Cour de lui rendre une décision pour que nous puissions saisir la Cour suprême d'un pourvoi en cassation. Cela n'a pas été fait. Notre deuxième demande, c'était de renvoyer cette affaire. Moi qui vous parle personnellement, je n'ai pas encore l'arrêt. Je ne l'ai pas retiré au niveau du greffe. Le président de la Cour m'a fait savoir qu'il a signé la décision depuis très longtemps. Mais quand il signe la décision, cela ne va pas dire que nous recevons la décision. L'affaire vient pour la première fois devant la Cour, sur le fond. Nous avons droit normalement à 3 renvois. Donc il était normal qu'on demande le renvoi de cette affaire. Maître Ousmane Sey, l'un des avocats de Thione Seck. Les suites de l'affaire de la disparition de la fille de Mame Mactar Gueye, vice-président de l'ONG Jamra. Fatou Bintou Gueye est auditionnée depuis ce matin au commissariat central de Dakar en présence de son père, un ancien commissaire de police. Le commissaire Boubacar Sadio déplore la communication de l'institution dans cette affaire qui suscite la polémique. D'après l'ex numéro 2 de la police nationale, certains éléments de l'enquête ne
ne devrait pas être livrée. Il souligne par ailleurs la nécessité pour la police de confier sa communication à des professionnels dans ce domaine. Écoutons le commissaire Boubacar Sadio au téléphone avec El Hadj Ndiogou-Diène. On reproche souvent à la police de ne pas trop communiquer. Et s'il lui arrive de communiquer, quelquefois ça suscite des polémiques, comme dans ce cas bien précis. Bon, cette fois, cette fille-là a été retrouvée dans une auberge avec un amant. C'est ce qu'a déclaré la police. Personnellement, je crois qu'on aurait pu ne pas aller jusqu'à donner ces détails-là. D'autant plus qu'on l'a retrouvée certes dans une auberge avec quelqu'un, mais dans quelles conditions s'est-elle retrouvée dans cet hôtel-là? D'après aussi les informations que j'ai eues, je crois qu'elle passait son temps à dormir. Est-ce que ce ne serait pas les effets, n'est-ce pas, d'une drogue qu'on lui aurait administrée, etc. Donc ça veut dire qu'il se serait retrouvé dans cette hôtel-là malgré elle, n'est-ce pas? Donc le fait de dire qu'elle a été retrouvée là-bas avec un amant, moi je pense que c'est un peu indélicat. Et bon, ça porte d'abord, je crois que la fille est une mineure, on aurait pensé à la protéger en tant que mineure, mais également ça peut entamer même la crédibilité du combat que son père est en train de mener par rapport à la lutte contre les déprivations des mœurs et la restauration de nos valeurs sociétales et morales. Donc il y a tout ça qui fait que, d'autant plus que l'enquête est en cours, que c'est un problème délicat quand même, qui a suscité l'émoi au sein de toute la population sénégalaise. Donc c'est une affaire qui est prise en charge par la plus haute hiérarchie. Maintenant, lui a-t-on demandé de parler dans ce sens-là ou dans un autre sens, mais je sais qu'au niveau de ces services de relations publiques, des forces de défense et de sécurité, on doit y avoir des véritables professionnels de la communication. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le président Macky Sall effectue une visite officielle en Mauritanie ce lundi 17 février et demain mardi. Le chef de l'État quitte Dakar cet après-midi. Cette visite intervient au lendemain de nouvelles arrestations de pêcheurs sénégalais pour violation des eaux territoriales mauritaniennes. Les 4 pêcheurs ont été interpellés par les gardes-côtes mauritaniens ce week-end et devraient être déférés au parquet de Rosso, Mauritanie. Ils encourent une amende de 60 000 ouguiyas, environ 100 000 francs CFA. Leurs 2 pirogues ont par ailleurs été arraisonnées et saisies. Et puis cet avis de vent fort et de houle dangereuse émis cet avis ce matin par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, l'ANACIM. Le phénomène touchera la petite côte Dakar et la grande côte de ce lundi 17 février à 18h à demain mardi 18 février à 12h. L'ANACIM appelle à une grande vigilance car les intempéries pourrait occasionner des accidents en mer. Il est 12h08. Retour sur l'incendie qui s'est déclaré ce matin à l'aube au restaurant central de l'UCAD. Il n'y a que des dégâts matériels. Le restaurant sera fermé pour 72 heures au moins. En attendant, des mesures d'urgence ont été prises pour la restauration des étudiants. La police a par ailleurs ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre. Reportage Anna Rocha. Entre le pavillon A et la direction du coude, c'est d'abord une forte odeur de fumée qui se dégage du restaurant central de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans la cuisine où l'incendie s'est déclaré, le plafond est noirci par la fumée, le sol glissant. Sidi Diouf est le chef de la restauration universitaire. Il y a 2 marmites qui ont servi de friture, les carreaux du sol qui sont décapés, mais également il y a l'enduit du plafond qui commence à lâcher. Au moment où le feu se déclarait, le petit déjeuner était déjà prêt à être servi et le repas du midi sur le feu. Après le restaurant argentin, le restaurant central est celui qui a la plus grande capacité d'accueil à l'UCAD. Des mesures urgentes ont été prises pour ne pas trop perturber les étudiants. Au petit déjeuner, tous les étudiants ont pu être pris en charge au niveau du restaurant argentin et du restaurant self. Maintenant, pour le déjeuner, le personnel qui devait travailler au niveau du restaurant central sont redéployés dans les différents restaurants pour les appuyer, surtout des serveurs. Bon, nous avons tout de suite tenu une réunion de crise et sur instruction du directeur, chacun en ce qui le concerne est engagé pour des travaux. Dans les 72 heures qui suivront, nous ferons tout pour que le restaurant fonctionne. Interpellé sur l'origine du feu et la présence de matelas en éponge au sein même de la cuisine, le responsable dément l'existence d'un dortoir dans ce bâtiment. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des agents qui démarrent le service ici à 6 heures du matin. Donc, ces agents sont là à partir de 4h30, 5h. Ils sont là juste pour les besoins du service
Par contre, dire que c'est un dortoir, non. La police est venue faire le constat, elle a mené ses interrogatoires. C'est elle donc qui va nous édifier sur les causes exactes de cet incendie. Restons dans l'espace universitaire pour parler des difficultés rencontrées par les étudiants de Kaffrine orientés à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Leur nombre a triplé alors que les subventions que leur alloue la mairie et le conseil départemental stagnent à 400 000 francs CFA. Conséquence, beaucoup d'entre eux sont sans logement, une situation qui affecte négativement leurs études. Ces étudiants interpellent leur maire, Abdoulaye Wilane, ainsi que le directeur du COUD, responsable apériste de Kaffrine, Abdoulaye Sow. Ziguinchor, Laminba. Ils s'entassent dans des chambres attribuées à leurs aînés qui les ont précédés au sein de l'institution universitaire. Dans certaines pièces, leur nombre peut atteindre 10, ce qui laisse la porte ouverte à la promiscuité totale. Les étudiants de Kaffrine vivent ce calvaire depuis le début des cours et ça devient de plus en plus insupportable pour eux. L'association des ressortissants de Kaffrine, structure qui prenait en charge ces nouveaux bacheliers, peine à remplir sa mission du fait de la faiblesse des ressources qui leur sont allouées par la mairie et le conseil départemental de Kaffrine. Omar Diop, président de l'ARK. Plus de 3000 étudiants ici à Ziguinchor, plus de 100 viennent de la région de Kaffrine. Un nombre qui triple ce qu'on avait l'année dernière. Beaucoup d'étudiants n'ont pas de titres ici. Donc c'est l'ARK, l'amicale des étudiants ressortissants de la région de Kaffrine, qui prend en charge tous les étudiants venant de cette région. Cette structure-là, chaque année, il perçoit une subvention de 400 000 francs, dont les 150 000 francs viennent de la mairie, 250 000 francs viennent du conseil départemental. Et nous sommes très minimes. On a des mois arrière qu'on n'a pas encore payé. Les étudiants qui parlent d'une situation préjudiciable à leur carrière interpellent les autorités de leur région. Vous savez très bien que si votre condition sociale n'est pas bon, donc il a des impacts sur la condition pédagogique. Ici, on ne peut pas ne pas bien dormir et apprendre dans les très bonnes conditions. Ça impacte sur le côté pédagogique. Nous lançons un appel au maire de la commune de Kaffrine, M. Abdoulaye Wilane, au DG du COUD, M. Abdoulaye Sidi Sow, et toute personne de bonne volonté qui sont à Kaffrine, que les étudiants ressortissants de la région de Kaffrine vivent dans des conditions très 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 difficiles et on a besoin d'aide. Ils envisagent de se rendre à Kaffrine et d'y tenir une marche de protestation si les autorités de leur région ne leur viennent pas en aide. Laminba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. La réponse de la société en charge de la distribution de l'eau à Kumpentoum suite aux récriminations des usagers de la commune de Tambacounda. Il y a quelques jours, la commune située dans la région de Tambacounda. La SOGES a organisé une visite de presse sur ces sites de production pour montrer que les deux forages marchent bien. Selon Gamoufal, le directeur des opérations de la SOGES, le problème se situe au niveau du réseau. Écoutons ses explications au micro de Moussa Omarké. Site de Kumpentoum. Et ils ont décrié un peu la gestion de la SOGES, cause pour laquelle nous avons pris quand même l'engagement d'aller avec les journalistes sur le terrain, visiter un peu les sites pour montrer à tout le monde quand même que les deux forages de Kumpentoum fonctionnent normalement et que les forages, les F1 fonctionnent 20 heures sur 24, le F2, le nouveau forage qui n'est pas électrifié, fonctionne 12 à 13 heures sur 24 heures. Les sites de Kumpentoum n'ont pas un problème de production. Le problème avec Kumpentoum, c'est que d'après nos calculs, le taux de rendement que nous avons sur le réseau est de 60%. Ça veut dire que si nous produisons 100 mètres cubes, c'est les 60 mètres cubes qui arrivent chez les clients. Les 40 autres mètres cubes sont versés dans la nature. Le réseau de Kumpentoum est un peu tripatouillé. C'est un réseau qui n'est pas aux normes. Que les gens mettent des tuyaux de 63 et à la fin du réseau, ils mettent des tuyaux de 110, ce qui ne garantit pas une certaine pression. S'y ajoute le nombre de ménages qui n'ont pas de compteur. Les robinets sont ouverts 24 heures sur 24. Personne ne s'occupe de ces robinets. Le fort a mis à notre disposition 1306 compteurs. La pause a démarré. Nous sommes avec le fort. Nous avons un contrat avec le fort. Nous sommes en train de trouver des solutions. Mais il n'y a que le délégataire qui peut trouver une solution définitive à ce problème. Nous avons en charge l'ensemble des équipements qui ont une durée de vie qui n'excède pas 10 ans. Tout équipement dont la durée de vie excède 10 ans est sous la responsabilité de l'autorité délégante, c'est-à-dire de l'État du Sénégal. Autre réponse, celle des travailleurs de l'APS, donc aux plaintes qui ont été déposées par le DG de l'agence de presse sénégalaise. À leur tour,
3 plaintes contre le DG de l'APS ont été déposées. Bamba Kassé et ses 2 collègues ont déposé des plaintes pour diffamation, calomnie et entrave à la liberté du travail. Le Synpics qui s'indigne de la mauvaise gestion de l'APS et des licenciements abusifs, entre autres points soulevés au point de presse organisé par le syndicat des professionnels de l'information et de la communication ce matin. Bamba Kassé, secrétaire général, que nous écoutons. Mieux, vous vous permettez d'entrer dans le bureau de femmes. On est au Sénégal, surtout de femmes qui sont au travail, dans leur lieu de travail. Vous venez au forceps, vous dites vous devez les sortir de leur bureau. Ces femmes, elles sont meurtries, elles ont le droit de porter plainte. Cela fait 15 jours qu'il y a une plainte pour voies de fait, violence, etc. 15 jours que la gendarmerie nationale de ce pays a servi une convocation aux concernés. 15 jours que ces messieurs ne veuillent pas aller répondre à la gendarmerie nationale. Il y a un problème. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est protégé, quoi. On se pose des questions. Et pendant ce temps... Parlons maintenant de cette réunion de coordination sur l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières entre la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Les acteurs des différents opérateurs veulent mettre en place des stratégies pour lutter contre les interférences au niveau des frontières et faciliter la communication entre les différents États. Écoutons Madjali Bodjan, ingénieur au niveau de la RTP, au micro de Adi Maricham. Les bandes de fréquences, la téléphonie mobile, utilisent certaines bandes de fréquences. Et si les opérateurs utilisent les mêmes bandes de fréquences ou bien ne les coordonnent pas aux frontières, ils risquent de se brouiller. On entend souvent des problèmes d'interférence, en proposant quoi? Un partage des ressources entre les différents opérateurs aux frontières de nos différents États. Interférence, c'est simple, c'est-à-dire ne pas pouvoir avoir une communication aux frontières. Ne pas pouvoir avoir une communication aux frontières ou bien quelque part peut être dû à une chose simplement, c'est-à-dire déjà il n'y a pas de couverture, n'est-ce pas, par l'opérateur, il n'y a pas de service offert par l'opérateur, ou les opérateurs sont tous présents là, mais leur système fonctionne tous en même temps. C'est-à-dire, je veux dire, c'est simple. Un canal de fréquence, c'est un peu comme un avion. On ne peut pas prendre le même avion à la même minute, faire un Dakar-Ziguinchor ou Dakar-Fatick en même temps. On est obligé d'aller de Dakar à Ziguinchor ou de Dakar à Fatick, et après on va de Fatick à Ziguinchor ou bien de Dakar à Ziguinchor. Alors c'est simple, c'est que les opérateurs, si jamais ils utilisent en même temps les mêmes fréquences, sans se les partager, en fait, sans savoir qui a le droit de ceci ou qui a le droit, ils n'ont pas décidé d'un partage, ils se brouillent entre eux. Ils se brouillent, c'est-à-dire les communications ne sont pas possibles. C'est-à-dire simplement celui, s'il veut passer une communication, mais l'autre est en train de passer une communication, et là on a comme le service, ce qu'on entend souvent, quoi, l'abonné cellulaire n'est pas disponible pendant qu'on a du réseau là. 12h18, des administrateurs de la Banque africaine de développement séjournent à Dakar de ce lundi 17 février au 22 février prochain. Les 8 administrateurs, dont la sénégalaise Maïmouna Ndoye Seck, vont effectuer des visites de terrain sur les sites de projets financés par la BAD. Ils vont également rencontrer les autorités sénégalaises ainsi que des partenaires stratégiques de la banque. Les engagements de la Banque africaine de développement au Sénégal s'élèvent actuellement à quelques 1187 milliards de francs CFA. Parmi les projets les plus importants figurent le train express régional, l'autoroute à péage, l'aéroport international Blaise Diagne ou encore le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire. Pour terminer, un monde politique avec Barandiaï, membre de l'APR, qui dénonce le comportement de certains responsables de leur parti. Selon lui, certains complotent et travaillent pour leurs propres intérêts. L'administrateur de la Maison de la Presse les met en garde et interpelle le président Macky Sall, leader de l'Alliance pour la République. Barandiaï était l'invité de RFM Matin. Il y a une volonté manifeste aujourd'hui d'installer des partis dans notre parti, l'Alliance pour la République. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, travaillent pour leur agenda personnel. Et c'est ce que, aujourd'hui, nous avons constaté et que nous avons tenu à dénoncer. Et qui sont ces gens qui travaillent pour leur compte personnel? Qui sont-ils? Je ne me mettrai pas à énumérer des noms. Le moment venu, et je pense que nous pourrons le faire. Mais tout ce que je puis vous assurer aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le temps de l'action.
et non de la manœuvre et des combinaisons politiques. Certains soupçonnent le ministre Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères, d'être parmi ceux-là des gens qui travaillent contre le parti. Êtes-vous de cet avis? S'il y en a qui le soupçonnent, bien évidemment, ça n'engage que. Si lui aussi il considère qu'il est soupçonné, il n'a qu'à donner des gages ou clarifier en tout cas les militants et les responsables du parti. Mais moi, je ne donne pas de nom. Ce que je sais, c'est que nous allons faire face et nous allons suivre, dénoncer et traquer tous ceux qui aujourd'hui travaillent dans des logiques autres que celles tracées par le président Macky Sall. Nous demandons au président Macky Sall de prendre toutes les mesures que la situation s'impose parce que nous ne saurons accepter que des gens nous divertissent, détournent de l'essentiel. RFM. L'actualité internationale. Georges Diop, rebonjour. Rebonjour Souleymane. Au Cameroun, une vingtaine de personnes tuées dans une attaque contre un village du nord-ouest du pays. Au moins 22 morts à Tumbo. BBC cite les Nations Unies. Plus de la moitié des personnes tuées étaient des enfants et plusieurs victimes ont été brûlées vives selon les médias locaux. L'incident qui s'est déroulé vendredi n'est pas revendiqué mais un parti d'opposition a accusé l'armée. Le gouvernement a nié toute implication dans l'attaque. Selon BBC, un responsable de l'armée a qualifié ces allégations de fausses lorsqu'il a été interrogé par l'AFPE. Au Burkina Faso, au moins 24 personnes ont été tuées, 18 blessés et d'autres enlevés. C'est lors de l'attaque dans le village de Pansi dans le nord du pays. Parmi les victimes sans vie, le pasteur d'une église protestante. Selon une source sécuritaire, les assaillants ont attaqué l'église à l'heure du culte du dimanche. Cela va faire polémique au Rwanda. Le chanteur de gospel Kizito Mihigo retrouvé mort dans sa cellule. Selon RFI, la police a annoncé ce lundi que Kizito Mihigo a été retrouvé mort dans sa cellule après s'être suicidé 1 an et demi après avoir été libéré par grâce présidentielle. Il avait de nouveau été arrêté jeudi dernier. Kizito Mihigo était accusé d'avoir voulu traverser illégalement la frontière burundaise dans le but de rejoindre un groupe armé. Les autorités qui parlent de suicide sans donner de précision annoncent l'ouverture d'une enquête. Cette bonne nouvelle, le premier Africain contaminé par le coronavirus se porte comme un charme. C'est un étudiant camerounais. Kem Senou Pavel Dari vit dans la ville chinoise de Jingou où il est placé en quarantaine pendant 14 jours et pendant 13 jours, il est resté en isolement dans un hôpital chinois local. Il a été soigné avec des antibiotiques et des médicaments généralement utilisés pour traiter les patients atteints du VIH. BBC rapporte qu'après 2 semaines de soins, il a commencé à montrer des signes positifs de rétablissement. Le scanner n'a montré aucune trace de la maladie. Ses soins médicaux étaient couverts par l'État chinois. Notez que le bilan du coronavirus a atteint 1765 morts en Chine et plus de 60 000 personnes infectées. En Égypte, le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré vendredi le premier cas de coronavirus sur le continent africain. Parlons d'une autre maladie, Ebola. Un vaccin contre le virus est homologué dans 4 pays africains. La République démocratique du Congo, le Burundi, le Ghana et la Zambie. Ces pays peuvent désormais distribuer le vaccin Ervebo que l'OMS a qualifié d'un jalon important dans la lutte contre la maladie. Les résultats d'une étude préliminaire indiquent que ce vaccin fabriqué par Merck a un taux d'efficacité de 97,5%. La République démocratique du Congo est actuellement confrontée à une épidémie d'Ebola qui a tué 2249 personnes depuis août 2018. Et pour terminer, direction à présent le Maroc. Là-bas, les importateurs de matériel du BTP sont à bout de nerfs. Ils alertent sur les conséquences de l'importation massive d'engins de seconde main en provenance du Qatar. Khadim Baye. Bulldozer, grue de chantier, pompe hydraulique, Caterpillar, de grosses machines utilisées sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Elles finiront sur le marché marocain. C'est du moins ce que croit savoir Jafar Tahiri, président de l'association des importateurs de matériel de BTP. C'est un pont de matériel d'occasion qui rentre du Qatar. Jafar n'a aucune idée du nombre d'engins qui seront importés du Qatar. En revanche, il est persuadé qu'une telle pratique fera beaucoup de dégâts dans le royaume. Pas d'idée, mais de toutes les manières, globalement, depuis une dizaine d'années, on a constaté que pour un engin neuf, il y avait 2 à 3 engins d'occasion qui se vendaient au Maroc. Donc le potentiel du marché il est multiplié par 3 ou 4. Et ça vous inquiète cela?
on en souffre. C'est pas que ça m'inquiète, on en souffre quotidiennement. Et c'est d'autant plus inquiétant que le Maroc semble être le seul pays de la région à accepter l'importation de ces matériels de seconde main. Et l'on se demande pourquoi. Il faut demander ça au gouvernement. Khatim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Et Souleymane, c'est cet élément qui met en terme à cette page internationale. À midi et 25 minutes, merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure sur l'engouement des puissances économiques du monde pour le Sénégal. Nous analyserons l'offensive de charme des États-Unis, de la Turquie, entre autres. Et pour ce faire, nous serons avec le professeur Moustapha Kassé, économiste doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi qu'avec Mortal Kane, directeur exécutif de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Rebonjour Malal Diagne Junior. Rebonjour Souleymane. Le sport, c'est d'abord la qualification aux Jeux Olympiques 2020. 220 boxeurs africains sont prêts vont s'affronter à Dakar Arena. Voilà, je vais demander à Adi de taper mes relances pour vous faciliter la tâche. Souleymane, c'est fait, vous l'avez dit, donc c'est à partir de ce 20 février et ce jusqu'au 29 du même mois à Dakar Arena. Ils seront au nombre de 220 boxeurs venus de 34 pays africains pour s'affronter. Objectif, décrocher une qualification aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ce matin, le comité d'organisation était face à la presse. Parmi les membres de ce comité, Ibrahim Awad, vice-président du CNOS, qui s'est prononcé sur comment cela va se dérouler. Ses propos sont recueillis par Youssouf Bodjan. Les compétitions se passeront du 20 au 29 février. Au 29 février à Dakar Arena. Le 20, à partir de à 16h, le coup d'envoi va être donné pour le premier combat. Et la clôture, les événements se passeront sur toute la durée, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26. Le 27, d'après l'agenda, il y aura la pause. Le 28, les demi-finales. Et le 29, la finale à partir de 16h, toujours à Dakar Arena. Le nombre de pays participants s'élève à 39 pays africains qui ont envoyé des athlètes. Le nombre d'athlètes participants à ce jour, les délégations sont en train d'arriver. Nous sommes à 221 athlètes, 164 hommes, 57 femmes. Nous sommes dans 13 catégories, 8 pour les hommes et 5 pour les femmes. Et le nombre de places qualificatives, comme on l'a dit depuis le début, c'est 33 athlètes africains, 22 hommes et 11 femmes qui cherchent à se qualifier véritablement pour Tokyo. Voilà donc Dakar Arena, ce sera donc le théâtre des hypercutes et autres crochets longs. La boxe, mais également le paralympisme également, avec l'équipe nationale du Sénégal qui est en préparation depuis hier. Les athlètes paralympiques du Sénégal vont tenter de décrocher eux également la qualification pour ces Jeux paralympiques prévus à Tokyo. Ce sera entre août et septembre. Ils sont en regroupement à Dakar. Yorognan est l'un des chargés de mission du comité paralympique du Sénégal. Il nous explique comment cela va se passer. Nous sommes en regroupement depuis hier pour préparer la 5e édition du meeting de Marrakech. C'est un meeting qualificatif pour les Jeux paralympiques. Nous avons engagé 5 athlètes en saut, hauteur et longueur, lancer javelot, disque et poids, et aussi en course 100 et 400 mètres. Nous allons partir le 19 avec un groupe de 5 athlètes, de 2 coachs, un délégué fédéral et un chef de mission. Beaucoup de chance parce que les athlètes se sont bien entraînés. L'année dernière, nous avons eu à avoir un qualifié qui est Youssou Diouf lors du DG de Tunis, c'était au mois de juin dernier. Nous partons avec un groupe qui est bien, qui est préparé. Nous avons choisi 5, les 5 qui sont plus aptes à avoir d'autres minima. Maintenant, nous comptons avoir 2e, 3e ou 4e minima, comme ça, pour pouvoir mieux représenter le Sénégal au prochain jeu. Malal, basketball à présent, la Jeanne d'Arc démarre bien sa saison chez les hommes. Par une victoire devant l'Union sportive de Ouakam, une victoire qui pousse l'entraîneur à vouloir mieux faire, beaucoup plus travailler afin de gagner un titre à la fin de la saison. Maguette Diop sur la prestation de ses joueurs hier à Marius Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Solacham. C'était notre premier match, c'était un peu difficile dans l'ensemble, mais alhamdoulilah, on a décroché la victoire. Dans l'ensemble, ça a été bon. Juste à part quelques pertes de balles, dans l'ensemble, ça a
a été excellent. Juste de bien défendre et de s'amuser, de partager la balle et de jouer, c'est tout. Parce que le basket avant tout, c'est un jeu. Il faut juste s'amuser avant. On va faire étape par étape, on va jouer match après match. Après, on verra, Inch'Allah. On verra, Inch'Allah, les prochains rendez-vous de sport sur l'international. Souleymane, c'est le début de la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale avec le Paris Saint-Germain en Allemagne pour y défier le Borussia Dortmund de Lucien Favre. Le mur jaune allemand a prévu de faire vivre l'enfer aux Parisiens demain. Rendez-vous à la télévision. Et sur RFM. Et sur RFM surtout avec vous. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dan Junior, il est 12h30. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 17 février, lue et commentée par Georges Diop. Des nouvelles de Guy Marius Sagna, l'activiste membre de Frappe France Dégage, en est à 79 jours de détention provisoire. L'observateur a mené une enquête sur son séjour carcéral et fait état de 79 jours d'une vie de bagnard. L'Obs indique qu'il est isolé dans le secteur réservé aux caïds et n'aurait pas droit aux appels téléphoniques tous les 15 jours, ce que confirme une source judiciaire qui explique que ces appels sont autorisés seulement pour les prévenus condamnés ou ceux dont le dossier d'instruction est bouclé, ce qui n'est pas le cas pour Guy Marius Sagna. L'Obs qui a interrogé Seydi Gassama d'Amnesty International, selon lui, le but du pouvoir, c'est de le détruire moralement. Quant à Ousmane Ouad, délégué général de Frappe France Dégage, il soutient que le vœu de l'État, c'est de le virer de la fonction publique. Ousmane Ouad de souligner cependant que Guy Marius a un mental de fer et personne ne peut suivre son rythme. L'observateur a recueilli une confidence d'un proche de l'activiste, confidence selon laquelle Guy Marius Sagna serait en train de mijoter un brûlot. L'observateur traite par ailleurs de l'affaire dite de la fille de Mam Makhtar Gueye. Le sujet est aussi mis en exergue par les Échos et Vox Populi. Fatou Bintou était restée introuvable pendant 24 heures. Les Échos parlent d'une disparition mystérieuse. Selon mon confrère, la jeune fille a été retrouvée à côté du mausolée de Seydina Limamoulaye, disent les gens, dans une auberge de la place en compagnie de son amant, d'après le chargé des relations publiques de la police nationale. Des déclarations de la police qui frisent la haine selon Mam Makhtar Gueye. C'est ce que rapportent en tous les cas les Échos. Le journal informe que la fille sera encore auditionné aujourd'hui, ce que confirme l'observateur qui ajoute que son petit ami pourrait être entendu. Selon Vox Populi, la police interroge le téléphone de la fille et poursuit ses auditions aujourd'hui. Vox Populi affirme que l'affaire de sa fille disparue le 14 février vire à un mélodrame de mauvais goût tant ces développements semblent avoir été instrumentalisés pour atteindre un combattant infatigable des déviants de tout poil. Ces révélations sur l'enquête de l'OFNAC dans l'affaire Petrotim. Libération fait savoir que les contrats de Petrotim en date du 17 janvier 2012 sont des faux qui ont été antidatés. Le journal renseigne que face aux enquêteurs de l'OFNAC, l'ancien directeur général de Petrosen, Ibrahim Mbodj, qui a signé avec Eddie Wong en mars 2012 les vrais contrats avant de remarquer les antidatations après retour des dossiers, et 2 de ses collaborateurs à l'époque ont fait des révélations jugées fracassantes. Plus clairement, indique Libération, les contrats entre Petrotim et Petrosen ont été falsifiés. Entre le Sénégal et les États-Unis, 5 mémorandums d'entente ont été signés. C'est ce que font savoir Le Soleil et Enquête. Enquête qui précise qu'il s'agit de 5 mémorandums d'entente dans les secteurs de l'énergie, la santé et l'éducation, et qu'il est prévu le relèvement du plateau technique médical dans tous les hôpitaux du Sénégal. Résultat, Enquête affirme que la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo a été fructueuse pour l'économie. Pendant ce temps, le quotidien parle de 2 États unis. Oui, les États-Unis et le Sénégal. Mon confrère souligne que l'autoroute Dakar-Saint-Louis, la centrale électrique GTI vont être confiées à des entreprises américaines. Le quotidien se fait par ailleurs l'écho des propos de Mike Pompeo. Le secrétaire d'État américain déclare qu'ils vont maintenir leur présence militaire. À la une du quotidien national Le Soleil, il déclare que le Sénégal est un havre de démocratie. En une du Soleil, une photo de Mike Pompeo à côté du président Macky Sall. Dans les Échos, Moustapha Cissé Lo, Abdou Mbow et Mame Boye Diao se prononcent sur le débat relatif à un statut spécial pour Dakar. Et vous savez quoi? Il s'y oppose. Le journal écrit qu'il rejette totalement l'idée émise par Aminata Mbengue et compagnie. Cissé Lo pense que ce n'est pas possible. Pour Mame Boye Diao, la proposition signerait un recul démocratique et installerait la discrimination entre les villes du pays. Quant à Abdou Mbow, il confie que c'est son avis que Aminata Mbengue a donné et cela n'engage qu'elle.
un coup d'œil dans l'as. Flot de critiques sur ses communications, Macky Sall agacé. En effet, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de la maison des transporteurs, le président Sall a tiré à boulet rouge sur ses détracteurs dont l'unique occupation est de critiquer sa communication, voire déformer ses propos. À la une de Source A, subvention allouée à l'APS pour la campagne électorale de février 2019 sur les traces des 65 millions de francs CFA. Source A qui s'intéresse par ailleurs à l'affaire de la mort du Yakartaman Lamine Koïta à Fatick. Mon confrère informe que le procureur de Fatick a ouvert une information judiciaire parce que visiblement pas convaincu par l'autopsie qui soutient une mort naturelle. Les sports pour terminer, Sadio Mané aux premières pages de Stade et Record. L'attaquant sénégalais de Liverpool a marqué samedi son 5e but en Première Ligue après plusieurs jours d'absence du fait d'une blessure. Stade parle de retour gagnant de Mané pour Record. Sadio rapproche Liverpool du sacre. À vos kiosques et bonne lecture.